Bonjour à tous. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. Vous m'impressionnez un petit peu parce qu'il y a pas mal de monde. Donc mon thème d'aujourd'hui, il est énorme, donc il va falloir que je me limite. Mon thème est autour de la sexualité dans le couple, sexualité et créativité et mode d'expression. Alors, je me présente, je suis donc Brigitte Martel, je suis sexothérapeute et gestalt thérapeute, donc je travaille avec la gestalt depuis pas mal d'années. Je forme des psychothérapeutes spécialement dans le thème de la sexualité. Et puis j'anime des stages sur le thème de la sexualité en France et dans pas mal de pays. Donc c'est un thème qui m'anime beaucoup et j'entends beaucoup de couples me parler de sexualité en me disant par exemple, eh bien, nous on s'aime mais la sexualité ça va pas très bien, ou bien ça fait des années qu'on vit ensemble, on est un petit peu usé, on s'ennuie un petit peu, etc. Enfin, c'est des phrases qui sont vraiment le lot des entretiens que je fais. Parce que ça ne va pas de soi. S'il y a de l'amour, ça ne suffit pas pour que la sexualité fonctionne et soit créative et soit vraiment satisfaisante. Donc je vais partir en fait de ce que j'entends dans mon cabinet, de ce que j'entends dans les groupes et donner quelques repères. La Gestalt est un mode de psychothérapie qui donne quelques repères par rapport à la sexualité. On va voir comment ces repères peuvent permettre d'abord de communiquer dans le couple, parce que je pense qu'un des axes majeurs, c'est pouvoir communiquer à propos de la sexualité. C'est pas facile, c'est pas toujours facile de pouvoir parler de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, de ce qui plaît, de ce qui plaît pas. Donc la Gestalt va donner quelques repères pour cela. Et puis, on verra ensuite comment, une fois que la communication passe, comment est-ce qu'on peut mettre de la créativité dans la sexualité. Car c'est vrai que lorsqu'on peut enfin retrouver un espace de communication dans la sexualité, ça peut faire un ciment vraiment très fort dans les couples. J'ai eu le témoignage ce week-end dernier où j'animais un stage sur ce thème. Et certains couples me disant qu'après des années de difficultés, ils ont pu retrouver enfin la communication qu'ils avaient dans le reste de leur vie. Ils ont pu aussi la retrouver dans la sexualité et que ça a constitué comme un nouveau départ quoi, dans leur couple. Alors, partons de quelques situations concrètes. Par exemple, je pense à un couple que j'ai vu récemment et qui me dit ça va pas très bien. Pour nous, la sexualité, ça va même pas du tout. Rien ne va. Alors là, c'est vrai que c'est un constat qui peut être un peu désespérant. Rien ne va. Et on est dans quelque chose de complètement global et on ne sait pas comment s'y prendre. Et ils viennent me partager leur impuissance et puis je pourrais très bien être dans l'impuissance avec eux. Et on est allé un petit peu plus finement et là, je me sers d'un outil que j'ai emprunté aux sexologues et qui vraiment en Gestalt nous aide bien. C'est le cycle de la réponse sexuelle. C'est-à-dire, quand on dit la sexualité, ça va pas du tout ou ça va pas du tout en ce moment, c'est quelque chose de complètement massif, global et qui rend pas compte de l'endroit où il y a souffrance ou difficulté. Donc peut-être vous connaissez ce cycle-là, dans tous les livres de sexologie on en trouve, hein. C'est le cycle qui décrit les différentes étapes dans la rencontre sexuelle. Donc c'est un cycle qui au départ part d'une personne, hein, le cycle que la personne parcourt entre l'étape de l'intérêt sexuel, avec toutes les étapes ensuite du désir, je vais peut-être le dessiner, hein, de l'excitation, le moment de la rencontre plus avec le plateau et l'orgasme. Ensuite, vous avez d'autres étapes. Mais je vais peut-être les dessiner, ça sera plus clair. Donc on part du cycle d'une personne, mais ensuite on verra comment ça peut se dire en couple. Alors voilà, lorsque je franchis les étapes du cycle sexuel, je commence par une phase qui s'appelle l'intérêt sexuel, la phase de l'intérêt sexuel. Et on verra que
à certains moments, vous connaissez peut-être ça, hein, à certains moments de la vie, on n'a pas d'intérêt. C'est une phase qui est même avant le désir, c'est-à-dire c'est la phase où ça ne m'intéresse pas vraiment. Hein, je pense que tous, nous avons connu ça à certains moments de notre vie. Et puis je rencontre des personnes qui connaissent ça globalement dans toute leur vie. C'est-à-dire, à ce moment-là, elles ne viennent pas en parler en thérapie ou en stage, sauf si elles se trouvent dans un couple où justement l'autre personne a de l'intérêt sexuel. Et c'est là qu'il y aura difficulté ou différence. Parce que je rencontre des personnes qui peuvent très bien vivre une vie satisfaisante sans avoir de sexualité avec d'autres. Hein, on peut les concevoir, on a en plus même des mouvements en ce moment, vous en avez peut-être entendu parler. Et c'est OK. Le problème est, dans le couple, si l'un des deux n'a pas d'intérêt et l'autre en a. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, on a une deuxième étape qui est celle du désir sexuel. Donc là, où la personne a un élan vers l'autre ou vers les autres. Ce n'est pas forcément vers une seule personne, mais il y a un élan. J'ai envie de rencontrer sexuellement quelqu'un. Ensuite, on arrive sur des étapes. Là, je prends les mots des sexologues, hein, qui sont quelquefois un petit peu bruts, mais bon, ce sont des mots plutôt médicaux, on va dire. On arrive maintenant dans des phases un petit peu plus où il y a des effets beaucoup plus physiologiques. C'est-à-dire jusqu'à présent, bien sûr, le corps est relié. Et quand on a du désir, il y a quelque chose qui se met en route aussi corporellement. Mais là, on arrive à des phases où on a des manifestations physiques beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes. Donc la phase de l'excitation, où là, j'étais à la fin de la conférence tout à l'heure, où bien, on a l'érection, on a la lubrification, enfin tous ces mots que moi, j'invite les personnes que je rencontre à utiliser. Ce n'est pas toujours facile, c'est des mots, quelquefois on répugne un petit peu, hein, et pourtant c'est des mots qui peuvent être utiles pour communiquer. Donc la phase de l'excitation. Ensuite, on a une phase qui s'appelle le plateau, un petit peu comme un plateau en géographie, c'est-à-dire c'est la phase où l'énergie sexuelle est très haute, mais on n'est pas encore à l'orgasme. Et si je note cette phase, c'est qu'il y a souvent des difficultés entre cette phase et la suivante, qui est la phase de l'orgasme. Voilà. Ensuite, on a plusieurs phases qui sont... Alors là, le schéma rend pas tout à fait compte de la réalité parce qu'elles sont un petit peu simultanées. On a une phase qui s'appelle la phase de résolution. C'est la phase où les organes reprennent leur allure initiale. Et en même temps, on a une phase où il y a aussi souvent pas mal de soucis dans les couples. C'est la période réfractaire. La période réfractaire, c'est la période pendant laquelle un nouveau cycle ne peut pas être démarré. Et souvent source de difficultés dans les couples parce qu'il y a beaucoup de différences. Il y a des différences entre hommes et femmes, de grosses différences. Il y a des différences aussi, de grosses différences suivant l'âge. Hein, surtout chez les hommes, un homme avec un peu d'âge aura une période réfractaire plus longue. Mais c'est quelque chose aussi qui peut se travailler. Je trouve que c'est intéressant de savoir que ce n'est pas une fatalité et qu'on peut vraiment jouer sur cette période-là. Et je pense en particulier à tous les axes de travail comme le tantra, peuvent vraiment permettre une ouverture de ce côté-là. C'est-à-dire, je rencontre des couples qui disent « moi c'est comme ça, hein, j'ai tel âge ou c'est comme ça, je ne peux rien y faire ». Et là, il y a vraiment des ouvertures tout à fait créatives avec des méthodes comme le tantra, par exemple. Ensuite, une période qui est très importante, c'est la période, je vais plutôt l'appeler d'élaboration psychique, alors que je note ici, mais qui en fait peut être à l'œuvre dans tout le cycle. Hein. Le cycle est toujours un peu artificiel quand on fait un dessin. Mais cette phase est très importante, c'est-à-dire c'est la phase où je me dis, tiens, où je regarde l'expérience, j'assimile mon expérience, c'est-à-dire, tiens, encore une fois, je n'ai pas réussi à demander ce que je voulais, ou tiens, encore une fois, j'ai dit oui alors que j'avais envie de dire non, etc. Et je rencontre aussi des personnes qui sautent cette phase, c'est-à-dire qui ne prennent pas le temps de voir
ce qui s'est passé, si c'était bon pour elle, si l'interaction était bonne, et qui recommence incessamment les mêmes difficultés, les mêmes souffrances. Voilà. Alors, ce cycle-là, si je vous le dessine, c'est qu'il est très intéressant à regarder en couple. Et je reprends l'exemple du couple que j'ai rencontré récemment et qui me disait « chez nous, rien ne va ». Alors, j'ai fait le petit dessin. J'avais un paperboard, j'ai fait le petit dessin. Et j'ai dit, alors regardons ça, regardez chacun votre cycle et regardez ce qui se passe. Et en fait, ce n'était pas tout à fait ça. En fait, le désir était là, chez l'un et chez l'autre. Et il y avait plutôt des différences de rythme. Le problème était des différences de rythme assez importantes à cet endroit-là. Donc là, ce repère, ce dessin, a permis déjà de pouvoir communiquer dans le couple, c'est-à-dire de pouvoir dire, tiens, moi, à telle étape, à l'étape du plateau par exemple, moi j'ai besoin de plus de temps, c'est un moment où je voudrais que tu me caresses plus, ou c'est un moment où j'aurais besoin que tu m'attendes, etc. Enfin bon, et le couple a pu commencer à se faire des demandes par rapport à ça. C'est-à-dire, on est sorti de la fatalité ou de la globalité pour arriver à tel endroit, j'ai besoin d'eux, est-ce que tu peux faire ça? Ou j'ai besoin que tu m'attendes, ou j'ai besoin qu'il y ait plus de joie, etc. Enfin bon. Donc c'est un support pour la communication. Je m'aperçois qu'il y a souvent dans les couples des différences de rythme entre ces cycles. Et là, c'est pareil, ce n'est pas une fatalité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On a souvent des phrases toutes faites qui sont « il faut absolument qu'on ait un orgasme en même temps ». Et moi, je pense que toutes ces phrases-là sont des phrases qui sont un petit peu assassines et qui nous empêchent de vivre la rencontre sexuelle avec ses aléas, avec ses imperfections. Et je pense qu'on est souvent obnubilé par quelque chose qui est de la performance. Il faut que ça soit parfait, il faut que notre rencontre sexuelle soit parfaite. Et moi, je propose plutôt que la perfection, l'humanité, et puis pouvoir jouer avec les imperfections, pouvoir jouer avec les dissymétries. À propos des dissymétries, je repense à ce couple dont je vous parlais tout à l'heure, donc où il y avait une grosse différence de rythme au niveau du plateau. Je leur ai proposé de se faire des rencontres sexuelles complètement différentes, c'est-à-dire, eh bien, ce soir, c'est mon soir et c'est moi qui... Et je vais te faire toutes les demandes dont j'ai envie, et puis peut-être que pour toi, ça ne sera pas comme tu souhaites, mais cette fois, c'est moi qui vais dire. Et puis un autre jour, c'est l'autre personne qui dit. Vous voyez, ça permet de rétablir, d'accepter la dissymétrie et de la mettre en jeu, d'en faire quelque chose qui soit actif et non pas une souffrance. Donc le cycle, après ce cycle-là, moi je l'utilise aussi, là je vous parle de la communication dans le couple, moi je l'utilise aussi beaucoup quand je reçois les couples en thérapie ou les personnes qui viennent travailler sur leurs difficultés sexuelles. Mais là je vais peut-être laisser ça pour l'instant, c'est-à-dire on peut regarder comment le cycle se passe et les interruptions, il y a quelquefois des interruptions voulues et quelquefois des interruptions non voulues. Je peux peut-être dire quand même 2-3 mots et puis j'y reviendrai peut-être après. Ce cycle-là, quand on voit un cycle, on se dit « Ah, s'il y a un cycle, c'est sans doute que la bonne santé, c'est de parcourir le cycle entièrement. » Et là, moi, je dis « Pas seulement ». Et souvent, c'est une grande surprise. Ben oui, c'est bien de pouvoir parcourir ce cycle entièrement quand on le souhaite, de pouvoir connaître l'orgasme, etc. Mais il y a une deuxième partie de la phrase qui est tout aussi importante, et de pouvoir l'arrêter quand on le souhaite. Et ça, c'est un objet de travail très très fréquent, c'est-à-dire beaucoup de personnes imaginent que si le cycle est engagé, il faut continuer. Moi, je dis non, ça peut être très bon de pouvoir laisser vivre le désir et de pouvoir s'arrêter après.
Je vais vous donner un autre exemple qui me vient d'une femme qui est venue parler de son manque de désir. Donc elle est en couple avec son compagnon depuis de nombreuses années et manque de désir qui lui arrive depuis un moment et elle ne sait pas pourquoi. Elle aime son compagnon, au début ça marchait bien et puis il n'y a plus de désir. Et je lui fais, moi j'aime beaucoup lui faire expérimenter le coup de la baguette magique. C'est-à-dire je lui dis, bah, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous revenez dans quelques séances et vous me dites, ça y est, c'est complètement génial, j'ai un désir fou pour mon mari, c'est génial. Et elle me dit, oh là 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 là, mais alors, si c'est ça, qu'est-ce qui va se passer si j'ai un désir fou? Je vais avoir du désir sûrement pour beaucoup d'autres, et comment je vais faire? Alors c'était très drôle parce qu'elle s'en était, bon, c'était inconscient, elle s'était aperçue qu'en fait, elle avait bloqué son désir avant le désir, elle avait bloqué le cycle ici, de peur, parce qu'ils avaient un contrat de fidélité dans ce couple, et elle se disait, si je laisse vivre mon désir, elle s'était bien aperçue qu'elle pouvait avoir du désir pour d'autres hommes, et elle se disait, ça ne va pas aller, je vais être obligée d'avoir des relations avec et elle me dit, mais je ne vais pas arrêter, alors moi, si j'ai du désir, ça va être terrible. Donc, notre travail a été de réhabiliter, au lieu de faire une coupure ici avant le désir, je lui ai proposé de couper après, c'est-à-dire de se laisser vivre ce désir en arrêtant le cycle après. Donc, je lui ai donné j'aime beaucoup donner des petits devoirs de vacances, là, je lui ai proposé de regarder dans le métro, parce qu'elle prenait le métro tous les jours, et de dire, tiens, je regarde là, qui est-ce que je... bon, elle était hétérosexuelle, donc je dis, regardez les hommes dans le métro et dites-vous, tiens, pour lesquels je pourrais avoir un peu de désir. Oh, tiens, ça pourrait venir. Mais surtout, interdit d'aller plus loin. C'était moi qui portais la coupure, là, pour l'instant, je lui ai dit. Et ça a été très, très beau, ce travail. C'est-à-dire, elle a pu s'apercevoir qu'elle pouvait laisser vivre son désir maintenant qu'elle savait qu'elle pouvait s'arrêter après. En fait, c'était la peur de ne pas pouvoir s'arrêter après qui l'empêchait de laisser vivre son désir. Mais de ce fait, son désir était coupé complètement, même avec son compagnon. Donc, bon, voilà un autre exemple de travail avec le cycle qui permet donc de regarder aussi précisément où est le problème. Donc, je vous ai donné un exemple de problème de différence de rythme. Un autre exemple ici où ça se passe au niveau du désir. Bon, j'en ai encore beaucoup d'autres à d'autres étapes du cycle. Mais c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche que de dire « rien ne va plus ». Alors j'ai un autre thème qui m'est bien cher, et sur ce thème de la sexualité, dans les repères que la Gestalt propose. Et là aussi, je vais partir d'exemples. Bon, ça, c'est très fréquent ce que j'entends. Il ou elle a toujours un tas de reproches à me faire. Donc, c'est, bon, j'en ai ras-le-bol, j'ai toujours des reproches pour un tas de raisons, dans la sexualité, mais hors de la sexualité. Il a toujours des reproches à me faire, ou elle a toujours des reproches à me faire, et il y en a marre. Donc ça, c'est quelque chose d'assez courant. Je pense que ça peut parler à pas mal de couples. Et là, j'ouvre le thème, un thème que la Gestalt a bien développé, c'est le thème de l'agressivité. Quand on est dans les reproches, on n'est pas dans ce que la Gestalt appelle l'agressivité saine. Et alors moi, je voudrais réhabiliter avec la Gestalt le mot agressivité, c'est-à-dire dans le langage courant, l'agressivité, c'est négatif. On dit souvent, bah, t'es trop agressif. Or, si on reprend l'étymologie d'agressivité, ça vient du latin adgressere, qui veut dire aller vers, et on est là plutôt dans une force de contact. Je vais vers, je fais mes demandes, ou je m'affirme, je vais vers l'autre, adgressere. Et là, on retrouve le fondement de l'agressivité, qui est l'aller vers l'autre. Et on n'est pas dans la violence destructrice. Et je trouve très important de différencier la violence, parce que dans les couples, il y a de la violence, quelquefois de la violence très forte, mais quelquefois de la violence insidieuse. Et dans les reproches, il peut y avoir beaucoup de violence d'ailleurs. Et moi, ce que je propose, c'est de passer de la violence à l'agressivité, c'est-à-dire de pouvoir
aller vers l'autre, mais aller vers l'autre, ça peut être quelquefois un petit peu costaud, c'est-à-dire en lui disant des choses, en lui demandant des choses, en lui disant ça, je voudrais bien que tu arrêtes ça, ou bien je voudrais bien que tu commences ça. Ce qui est complètement autre chose que lui dire t'es jamais là, et puis en plus, t'as plus envie de faire l'amour avec moi. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout la même énergie. L'énergie de l'agressivité, c'est l'énergie du contact. Or, au niveau des hormones, cette agressivité est régie par la même hormone que celle du désir. C'est la testostérone qui est à l'œuvre. Quand je suis dans le désir, la testostérone est à l'œuvre. Chez les hommes, ça c'est bien connu, mais aussi chez les femmes, en quantité plus réduite, mais c'est l'hormone du désir. Et c'est aussi l'hormone de l'agressivité. Donc là, je pense qu'il y a un gros chantier. Si dans votre couple, vous, sans avoir de problème médical ou physiologique, ce qui peut arriver avec les maladies, les prises de médicaments, etc., on peut avoir des problèmes sexuels. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation-là et que vous êtes en difficulté sexuelle, la piste de la réflexion autour de l'agressivité est complètement intéressante. C'est-à-dire, demandez-vous, tiens, comment est mon agressivité? Là, je parle bien de l'agressivité saine, pas de la violence. L'agressivité saine qui va vers le contact. Et très souvent, vous vous apercevrez que votre agressivité, peut-être elle est un peu en sommeil, peut-être que vous la retournez contre vous, ou peut-être que vous avez tellement de reproches à faire à l'autre que ça part par là, mais ça ne s'adresse pas directement à lui ou sous forme de plainte. Donc, c'est un axe royal pour moi de pouvoir réhabiliter son agressivité saine dans le couple. C'est-à-dire, par exemple, si je parle des reproches, passer des reproches aux demandes. C'est complètement différent. Plutôt que de te reprocher un tas de choses, je vais t'en demander des choses. Puis tu diras peut-être oui ou non, mais je te les demande. Et je pense par exemple à une femme, là cette fois c'était pas le couple que j'avais reçu, c'était la femme seule, qui aussi était dans une problématique de manque de désir, un petit peu différemment de la femme dont je vous ai parlé. Donc, et à elle aussi, j'ai proposé la baguette magique. Je lui ai dit, tiens, et si soudain tu avais un désir fou pour ton compagnon? Et elle me dit, alors là, non, ça lui ferait trop plaisir. Là aussi, elle a répondu très vite. Elle s'est dit, mince, alors que je voudrais avoir du désir, je suis en train de dire le contraire. Et là on a vraiment débusqué ensemble le fait qu'elle avait tellement d'agressivité qu'elle n'arrivait pas à exprimer à son partenaire pour un tas de raisons. Ils rentraient trop tard, ils n'avaient plus de week-end ensemble, etc., qu'elle avait dévié ça en symptômes sexuels, sans s'en rendre compte, bien sûr. C'est-à-dire, elle avait d'une certaine façon puni son compagnon, mais elle se punissait aussi dans la même occasion. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est du genre, j'ai pas de désir, enfin, c'était pas conscient, j'ai pas de désir, j'ai trop de choses à te dire. Et ce trop de choses à te dire, hop, ça défléchissait complètement le désir. Alors là, vous voyez bien, le travail, ça a été justement de pouvoir contacter ce qu'elle avait vraiment à lui dire, pouvoir lui dire dans un cadre sain. Et là, justement, c'est la différence entre violence et agressivité. Là-dessus, je pourrais peut-être donner deux, trois critères pour les différencier, parce que je pense que très souvent, dans nos couples, quelquefois sans s'en rendre compte, il y a de la violence qui passe. Or, je suis en train de dire, l'agressivité, elle est complètement nécessaire pour une sexualité satisfaisante. Mais la violence, non. La violence, elle détruit. Alors, je vais vous faire un deuxième petit schéma. Vous les voyez, c'est bon, les schémas ? Alors, imaginons, dans mon couple, j'ai un conflit à gérer. Voilà, ça c'est le conflit à gérer. Je peux avoir une réaction agressive, mais agressivité saine, ou une réaction violente.
On peut aussi ne pas réagir, c'est un autre sujet. Je vais rester sur ces deux façons de faire qui, souvent, on les confond. Et je trouve que c'est une grosse erreur. Parce que quelquefois, je peux crier, je peux monter la voix sans être forcément violent. Par contre, quelquefois, je peux parler très doucement et gentiment et être d'une violence horrible. Et quelquefois, on confond un peu. Hein. Et quelquefois, on pense ne pas être violent et on l'est. Ou bien, on pense ne pas être violent et l'autre trouve qu'on est violent. Enfin, c'est assez complexe, cette histoire. J'ai quelques petits critères qui peuvent nous aider à regarder un petit peu plus dans nos couples comment ça se passe. Quand je suis dans une... Alors là, j'ai un conflit à gérer dans mon couple. Quand je suis dans une réaction violente, je ne vais pas être dans ma puissance. Alors que quand je vais être dans une réaction agressive, au sens de la Gestalt, agressivité saine, je peux être dans ma puissance. Lorsque je suis dans la violence, par contre, je ne suis pas dans ma puissance, je suis soit dans l'impuissance, c'est-à-dire j'y arrive pas, je casse tout, il y en a marre, t'es toujours comme ça, tu fais chier, etc. Et je casse tout, quoi. Hein, c'est un peu une réaction d'impuissance qui peut aller jusqu'à la rage, d'ailleurs. Hein. J'y arrive pas, je peux pas, c'est toujours comme ça, t'es trop fort ou t'es trop forte. Donc là, ça serait l'impuissance. Ou bien, on peut aussi être, c'est un peu le revers de la médaille, être dans une réaction de toute puissance qui serait, de toute façon, je veux, je le fais. Hein, c'est comme ça. Bon, certaines personnes qui sont dans la violence, dans l'abus, etc., peuvent être dans la toute-puissance. Si j'ai envie, je le fais, quoi. Hein, je suis tout-puissant ou toute-puissante. Donc ça, c'est un premier critère de différenciation. Hein. Est-ce que je suis dans la puissance ou est-ce que je suis dans l'impuissance ou la toute-puissance? J'ai un deuxième critère qui peut différencier violence et agressivité, c'est quelque chose au niveau du cadre. Lorsque je suis dans une réaction agressive saine, hein, au sens de la Gestalt, je peux très bien respecter le cadre. Je peux respecter ce que j'appelle le cadre, et bien c'est les lois, hein, c'est-à-dire, par exemple, on ne frappe pas quelqu'un, etc. Ça peut être aussi le cadre de mon couple, les lois, les règles de vie de mon couple. Il y a des règles internes. C'est souvent intéressant d'ailleurs de les expliciter. Parce que quelquefois, on dit, bah, il a été violent ou elle a été violente. Et moi, je dis, mais par rapport à quoi? Par rapport à quel cadre il a enfreint ou elle a enfreint? Et il y a quelquefois des cadres implicites, et c'est intéressant aussi de pouvoir les expliciter. Dans notre couple, voilà ce qu'on fait, et si tu fais ça, tu dépasses le cadre. Et quelquefois, on n'est pas d'accord sur les cadres, d'ailleurs, entre deux. Donc ça, on peut donc respecter le cadre. Alors que dans une réaction violente, à mon avis, il y a toujours une sortie du cadre à un moment donné. Là, bon, alors on était sur le couple, hein, donc, mais plus généralement, hein, la violence dans la société, etc. Il y a une sortie du cadre des lois, etc. Donc sortie du cadre. Et puis il y a un troisième critère qui nous intéresse pas mal, nous gestaltistes, parce qu'on travaille beaucoup dessus, c'est le critère du contact. C'est-à-dire, lorsque je suis dans une réaction agressive, je vais vers le contact, je vais vers l'autre. Mon but, c'est le contact. Alors que quand je suis dans une réaction violente, c'est pas toujours, quelquefois c'est subtil, mais il y a une rupture de contact. Donc, je trouve que rupture de contact. Ça nous permet déjà de faire un petit check-up perso, parce que moi, je rencontre souvent des personnes qui disent « Oh là là, moi j'ai l'impression que je suis violent ou violente dans mon couple, etc. » Donc, moi, je pose ces questions-là. Déjà, personnellement, est-ce que j'ai l'impression d'avoir coupé le contact? Est-ce que j'ai l'impression que j'ai pris l'autre un petit peu comme un objet à un moment donné? Est-ce que je suis sortie du cadre, etc. Et ensuite, ça se discute dans le couple. Parce qu'on peut très bien avoir l'impression de ne pas être sorti du cadre et que l'autre le pense, par exemple. Donc ça permet, c'est une base personnelle de travail et une base de communication dans le couple.
Et d'ailleurs, en plus pour moi, mon idée, c'est qu'il y a moyen de passer, plutôt que de... Quelquefois, je me souviens d'un homme violent qui me disait « mais faudrait que vous trouviez quelque chose pour m'arrêter. Faudrait que je m'arrête, faudrait un médicament pour que je m'arrête. » Et moi, je proposais, alors, sauf si c'est vraiment une violence massive, quelque chose qui nous dépasse, sinon, je proposais de garder cette énergie, parce qu'au départ, c'est la même énergie, et de remettre du contact, de remettre du cadre et de remettre de la puissance. C'est-à-dire de garder cette énergie. Je repense à cet homme violent, enfin, qui avait vraiment peur, qui avait peur de frapper sa femme, etc. Je lui ai fait contacter cette énergie et en lui disant « mais gardez-la ». Et il s'est aperçu qu'en fait, quand un coup partait, sa femme, à un moment, ça se brouillait, il ne la voyait plus, quoi. Donc on a refait ça tout doucement, on a regardé, on a vu comment il pouvait rester en contact, comment il pouvait remettre du cadre. Enfin, c'était un gros travail, mais c'était autrement que d'arrêter le mouvement. Parce que arrêter le mouvement, moi, j'y crois pas beaucoup, hein, ça recommencera. Mais c'est un travail de longue haleine. Ces deux pistes de travail, donc le travail avec le cycle du contact et le travail avec le thème de l'agressivité, à mon avis, sont deux moyens, enfin c'est vraiment, la Gestalt propose déjà ces deux moyens pour remettre de la communication dans le couple et pour nettoyer les blessures, les blessures qu'il peut y avoir dans la sexualité du couple. Et ensuite, je pense que l'étape suivante est de remettre de la créativité. C'est-à-dire là, je vais m'appuyer sur un autre couple, enfin un témoignage d'un couple. Et ça aussi, je pense que si vous êtes en couple depuis quelques années, je pense qu'on peut être beaucoup à le dire quelquefois. Nous sommes en couple depuis une dizaine d'années, me disait-il. On s'aime beaucoup, mais il y a quelque chose qui s'émousse au niveau de la sexualité. On est un petit peu dans la routine, c'est toujours pareil. Et puis il y a les enfants, enfin quelque chose qui s'éteint un petit peu au niveau du désir. Ça, bon, je vous nomme un couple, le dernier que j'ai entendu, mais c'est quand même très fréquent. Et je pense que c'est souvent ce qui arrive au couple, même avec beaucoup d'amour, hein, au bout d'un certain nombre d'années. La vie quotidienne, les enfants, etc. Alors, que faire? Parce que le thème de ma conférence était autour de remettre de la créativité dans la sexualité. Il me semble qu'il y a d'abord du ménage un peu à faire. Et comment remettre cette créativité? En effet, là, le couple en question avait vraiment envie de continuer sa vie ensemble et puis de retrouver une sexualité un petit peu plus joyeuse, on va dire. Et là, j'ai abordé donc avec eux le thème des fantasmes, de l'activité fantasmatique. Alors là, je trouve que ça a beaucoup bougé depuis des années, parce qu'il y a j'anime des stages sur la sexualité depuis une vingtaine d'années. Et il y a une vingtaine d'années, quand on parlait de fantasmes dans les groupes, oulala, les hommes disaient rien, les femmes disaient bon, j'en ai pas, les hommes disaient ouf, bon. Et je trouve que maintenant, quand on en parle, c'est complètement différent. Là, je viens d'animer un stage ce week-end. Quand on a commencé à dire bah, tiens, on va explorer les fantasmes. Bah, oh, chouette, etc. Bon, c'est très différent. Je pense que les romans érotiques, il y a de plus en plus de romans érotiques écrits par des femmes des années passées, et je pense qu'il y a vraiment eu un changement. J'entends beaucoup moins de femmes me dire j'ai pas de fantasme. Quelquefois, bon, j'en ai pas en ce moment, ou ça m'intéresse pas, mais je pense qu'il y avait beaucoup d'interdits. Ça se fait pas, une femme ne fantasme pas, c'est ce que j'entendais il y a 15-20 ans. J'entends plus ça maintenant, ou bien ça c'est pour les hommes. Alors, les fantasmes, ça c'est un gros thème. Moi, c'est un thème qui me remplit de joie. Parce que c'est... En effet, un des objectifs peut être de remettre de la créativité dans le couple. Un autre objectif aussi, les fantasmes ont beaucoup de fonctions possibles. Les fantasmes peuvent permettre aussi
de réalimenter le désir, bien sûr, mais aussi de pouvoir exprimer des choses qu'on ne ferait pas. Et il y a une énergie très forte. Dans les fantasmes, il n'y a pas que des fantasmes interdits. Hein. Vous avez, je ne sais pas si... Peut-être vous pouvez, pendant que je parle, vous dire, tiens, c'est quoi mes fantasmes à moi? L'intérêt, c'est qu'en fantasme, on peut tout faire. Donc là, on est en train de se donner des permissions. On peut faire des choses interdites, on peut faire des choses violentes, on peut faire des choses extrêmement poétiques, on peut faire des choses extrêmement douces, mais aussi des choses extrêmement dures. Et cette réhabilitation des fantasmes peut redonner de la force au désir. Donc, quand on travaille sur les fantasmes, moi je commence à dire que ce qui est important, c'est de savoir faire la différence entre le fantasme et l'acte. Ça, c'est la première chose. En effet, les personnes qui ne font pas la différence entre le fantasme et l'acte, là, on peut être dans les perversions, on peut être dans les abus sexuels. Quand il n'y a pas de différence entre le fantasme, entre tout ce qu'on peut élaborer psychiquement et l'acte, là, il y a un problème. Mais si vous avez vérifié, par exemple, dans votre couple, que vous savez faire la différence entre fantasme et acte, retrouvez l'accès aux fantasmes ou les développer. Alors, on pourrait faire des fantasmes avec des secouristes, hein, par exemple. Ah oui, ça y est, moi c'est parti. C'est-à-dire, plutôt que d'en faire un drame, commencer à voir, tiens, oui, moi je peux... Je repense à cette proposition que je fais quelquefois dans les groupes. Donc, tiens, on va ouvrir nos boîtes à fantasmes. À partir du moment où on sait qu'en fantasme, on peut tout faire, eh bien, en effet, on peut fantasmer sur un quart de... Il y avait un quart de japonais dans le dernier fantasme. Donc là, je vois les secouristes, ça me fait fantasmer aussi, etc. Bon. Et c'est souvent très, très joyeux. C'est-à-dire, on se les partage de façon anonyme et ça met une énergie incroyable. C'est-à-dire, il y a dans cette vie fantasmatique, il y a une énergie très, très forte. Vraiment, on travaille une demi-heure là-dessus dans un groupe. Les personnes disent, mais c'est drôle, j'étais endormie, etc. Mon désir revient, il y a quelque chose qui se remet en route. Alors c'est sûr qu'après, qu'est-ce qu'on en fait? Bien sûr, justement, comment je vais pouvoir... Des personnes disaient, ce soir je retrouve mon compagnon, c'est génial, etc. Bon, après, il y a comment je vais pouvoir utiliser cette énergie-là dans mon couple. Et moi, je propose souvent une réflexion intermédiaire, c'est-à-dire, voilà, il y a mes fantasmes, peut-être je vais les garder pour moi. Mes fantasmes, c'est de l'énergie sexuelle. Ça va m'aider à me mettre en route, ou ça va réveiller mon désir si je suis un petit peu endormie, ou ça va me permettre peut-être d'attendre mon compagnon ou ma compagne qui est un petit peu plus long, etc. Mais alors après, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les partage ou pas? Et ça, c'est un gros débat. Et là, soyez prudents, c'est-à-dire, dans certains couples, ça a été des moments extraordinaires de pouvoir partager ces fantasmes. Et dans d'autres couples, c'était des fantasmes qui mettaient l'autre mal à l'aise, etc. Donc dites-vous bien, je les partage, pourquoi faire? Peut-être qu'il y en a que j'ai envie de partager parce que j'ai l'impression que ça va donner de la dynamique dans mon couple, et puis d'autres, peut-être que je les garde pour moi. Parce que, par exemple, si vous fantasmez de faire l'amour avec... si c'est une femme, je suis femme, je fantasme de faire l'amour avec 3 hommes, et il n'y a pas mon compagnon dedans, peut-être qu'il va faire la gueule si je lui raconte. Donc, à manier avec précaution. Ce qui est intéressant, c'est l'énergie qui se réveille là-dedans. Donc moi, je propose souvent une phase intermédiaire, c'est-à-dire une fois que les fantasmes sont réhabilités, remis en route, etc., je propose souvent de dire, tiens, dans ces fantasmes-là, est-ce que je peux en tirer quelque chose qui serait par exemple un jeu sexuel, ou qui serait quelque chose que je pourrais partager dans mon couple? Donc il y a un travail supplémentaire de se dire, tiens, et maintenant, si je repense à mon couple, qu'est-ce qui peut être intéressant là-dedans? Et alors, il y a eu quelquefois des scénarios
on remet de la surprise, on remet de l'énergie. Je me souviens d'une personne qui avait travaillé sur ces fantasmes. Là, c'était dans un petit groupe. Et ensuite, j'avais dit, et qu'est-ce que ça va faire après dans ton couple? Et elle m'avait dit, oh, ça y est, je sais, je vais lui mettre un petit carton. Rendez-vous, parce que leur gros problème, c'est qu'ils avaient à peu près 2 ou 3 enfants en bas âge. Et depuis la naissance des enfants, eh bien, il n'y avait plus de temps vraiment, plus de temps de couple, plus de temps. Quand ils avaient une relation sexuelle, elle avait peur de faire trop de bruit, etc. Donc, dans ses fantasmes, elle l'avait dragué, etc. Enfin, il y avait tout un fantasme assez fort. Et elle a décidé de lui donner rendez-vous dans un hôtel, de trouver une babysitter. Et elle a dit, je vais simplement lui mettre un petit carton, rendez-vous à telle heure dans tel hôtel. Et rien que ça, il y a quelque chose qui a redémarré dans le couple. C'est-à-dire, au lieu de se plaindre de son manque de désir et des enfants, etc., elle a initié quelque chose. Donc, ce réservoir fantasmatique, pour moi, il est d'abord complètement personnel et intime. Et après, je peux puiser dedans quelque chose qui va me permettre de mettre ça en relation avec l'autre. Et là, je reviens sur le thème de la relation, c'est-à-dire si je mets mon fantasme sur les pieds de mon compagnon ou de ma compagne, ça ne va pas forcément marcher. Mais si mon fantasme, je l'utilise en relation avec l'autre pour inventer un jeu sexuel ou pour lui communiquer quelque chose, là, l'autre est là, il y a du contact. C'est complètement différent. Donc on est là depuis le début, je vous parle de contact. C'est-à-dire, je pense que dans le contact et dans la communication, on peut faire beaucoup de choses. Sur sur cet axe fantasmatique et les conséquences dans la communication, je propose aussi d'accentuer la dissymétrie. C'est-à-dire, je trouve que quelquefois, dans nos couples, je pense que si vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, peut-être que dans votre couple, c'est pas comme ça. Dans nos couples, souvent, on souffre de symétrie, tout à l'heure, je disais, avoir un orgasme en même temps. C'est vrai que c'est génial quand ça arrive, mais bon. Ou bien, il a envie, j'ai pas envie, ou il a pas, ou je voudrais tel carré, je voudrais qu'il me reste longtemps, mais lui, il n'est pas comme ça, ou bien une parole d'homme. Moi, j'aurais envie par moment que ça soit vraiment un petit peu plus piquant, épicé, mais elle me demande tout le temps de la douceur, etc. Et on souffre souvent de déséquilibre comme ça. Et moi, je propose de jouer avec. Là encore, le jeu est là. C'est-à-dire, je propose un jeu, c'est beaucoup expérimenté dans le tantra, mais je trouve que c'est très facilement utilisable dans tous les couples, si les deux sont OK. C'est ce qu'on appelle le jeu du yin et du yang, qu'on peut appeler le jeu du proposition et acceptation. Enfin bon, simplement, l'un des deux va être le prince ou le roi ou la reine de la soirée. C'est sa soirée. Il peut demander, oui, il ou elle, peut demander ce qu'il veut, peut proposer, peut demander, peut exiger aussi, s'il veut. C'est sa soirée. Et l'autre partenaire est plutôt dans l'accueil. L'accueil, sauf qu'il faut se donner quand même un peu un cadre, c'est-à-dire si c'est trop difficile ou si on peut avoir le droit de dire écoute là non, propose autre chose, mais là je peux pas. Donc on se donne un petit stop ou un petit, on a quand même le droit, sinon il peut avoir des dérapages. Donc avec cette règle-là, si les deux sont OK, disons, allez, c'est le premier partenaire, c'est sa soirée, donc il en profite pour demander enfin ce qu'il n'ose pas demander. Ou par exemple, là, une femme qui se plaignait beaucoup, il me caresse jamais comme je veux, mais comme s'il fallait qu'il devine comment il fallait le caresser. Moi, je l'ai un petit peu, je m'en doutais un peu. Je lui ai proposé de faire ce jeu. Elle est revenue en me disant, mais c'était terrible pour moi quand j'étais la reine. C'est-à-dire, je me suis aperçue qu'en fait, j'avais envie qu'il devine tout, j'avais pas du tout envie de lui demander. Elle s'est aperçue de sa responsabilité, c'est-à-dire, elle lui mettait tout sur le dos. Tu n'étais pas un bon amant, mais elle s'est trouvée dans la difficulté de demander ce dont elle avait besoin. Donc je trouvais ça très très intéressant de pouvoir mettre ça en jeu. Et puis ça permet d'avoir une soirée, si par exemple l'un des deux veut une soirée extrêmement douce, il va la demander.
Et puis, l'autre partenaire, si lui est dans quelque chose de plus piquant, épicé, pimenté, il va le demander. Vous voyez, c'est-à-dire, on va non pas vouloir se raboter et s'arranger avec les différences, mais les mettre en jeu, les mettre en scène, les accepter, en sachant que, en même temps, on fait un cadeau à l'autre. C'est pas mon habitude, mais je t'offre ça. C'est vraiment la position de l'accueil, quoi. Hein, dans la mesure où je te fais le cadeau de t'accueillir avec ta demande. Et oui, d'accord, je peux faire ça. Et puis, je sais qu'une autre fois, on va faire autrement. Donc, c'est à mon avis un jeu extraordinaire. Je vous invite, peut-être certains d'entre vous le connaissent, mais si vous êtes en couple et que vous avez vraiment envie de remettre de la créativité et de la communication et de vraiment faire quelque chose avec vos différences, c'est magnifique. Bon, j'ai peut-être encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai envie de vous laisser un peu la parole aussi sur cette question de créativité, communication dans le couple au niveau de la sexualité. La parole est à vous, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pensez de sexualité, spiritualité? Moi, ça me semble être une voie qui peut être intéressante, justement, par rapport à cette difficulté parfois de l'ennui dans le couple. Et ça me semble être une belle voie à explorer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Je ne l'ai pas dit de prime abord parce que ça me semble vraiment un chemin très intéressant. Si la spiritualité est incarnée, c'est-à-dire il y a quelquefois des personnes qui peuvent partir dans la spiritualité en se coupant de la sexualité, mais relier sexualité et spiritualité me paraît une très bonne voie, oui. Je peux qu'approuver, oui. Bonjour. Bonjour. Voilà, ce que vous parlez d'agressivité et de violence. Oui. Et il se trouve que je remarque autour de moi, ou même dans ma situation, que souvent la sexualité s'approche trop de la pornographie, dans le sens où certains jeunes, souvent, ont commencé à avoir un contact avec la sexualité par ce biais-là. Et donc, dans la sexualité adulte, donc lorsqu'on part dans ce genre de jeu, il y a ce risque-là d'avoir des demandes qui ressembleraient plus à une pseudo-sexualité qui est la pornographie. Oui. Et c'est là où, quand vous parlez de l'agressivité et la violence, voilà, comment sortir de ça? Parce que vouloir faire ce jeu, j'ai peur qu'il y ait en même temps ce risque-là. Oui. Alors, sur les jeunes et le démarrage de la sexualité, je suis assez d'accord avec vous. Je suis un petit peu inquiète de la façon dont les jeunes maintenant commencent leur sexualité avec beaucoup de vidéos, vraiment, des vidéos qui montrent la sexualité, c'est-à-dire qui montrent la sexualité sans contact, sans relation, quelque chose j'ai l'impression que se transmet quelque chose, j'ai envie, je fais, enfin ce que je disais, un peu de toute puissance. Et puis aussi une collection de « Ah bon, t'as pas encore fait ça, il faudrait que tu fasses ça aussi, etc. » Enfin, c'est vrai que je le regrette. Et il y a un mélange, si vous voulez, dans les groupes que j'anime, j'entends des personnes qui ont beaucoup souffert de ça, qui ont souffert de personnes justement qui avaient une idée de la sexualité qui n'était pas en relation. C'est-à-dire, moi, que des personnes puissent être excitées par exemple, par une image pornographique, si elles l'utilisent pour s'exciter elles-mêmes mais qu'elle n'impose pas à quelqu'un qui n'en a pas envie, c'est d'accord. C'est-à-dire, moi, je pense que ces images-là peuvent être dans l'imaginaire sexuel, dans les pratiques sexuelles de certaines personnes. C'est plus souvent des hommes, mais il y a aussi quelques femmes. Hein. Ce qui ne va pas, c'est de l'imposer à quelqu'un ou d'utiliser quelqu'un. C'est là que ça dérape. Voilà, c'est là où on passe dans la violence, tout à fait. Donc, c'est vrai que j'ai rencontré, moi, des hommes qui étaient très honteux, par exemple, d'aimer les revues pornographiques. Et là, je les ai amenés à réhabiliter ça, mais à la réhabiliter pour eux,
Je pense qu'ils avaient dû avoir sans doute, petit enfant, je me souviens de quelqu'un qui disait, j'en regardais, ça m'excitait beaucoup et je me suis fait surprendre et je me suis fait vraiment descendre par ma mère, etc. Bon, alors ça c'est autre chose, c'est-à-dire il y a de la honte qui arrive avec ça, mais la personne ne l'a pas utilisé dans son environnement. Ce qui est complètement détestable, c'est d'avoir une sexualité, de vouloir imposer son mode de sexualité à l'entourage. Je ne sais pas si j'ai répondu. Donc là, on est dans la violence, bien sûr, oui. Pardon. C'est vrai. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un peu ce qu'est le travail en gestalt thérapie sur ces questions de sexualité et d'amour aussi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en gestalt? Donc, c'est vrai que on peut travailler sur ce thème ce que je dis. Je vous ai donné deux outils là que j'utilise très très fréquemment. Donc le premier outil sur le cycle. Bon, alors le cycle, je l'ai nommé tout à l'heure un petit peu pour faire son check-up personnel et pouvoir communiquer à l'intérieur du couple, mais je l'utilise énormément dans le travail en gestalt, soit avec les couples, soit quand je reçois l'une des deux personnes du couple. Donc je fais réfléchir aux interruptions, c'est-à-dire si la personne n'est pas heureuse dans sa sexualité, plutôt que de rester sur quelque chose de général comme ça, je lui fais préciser qu'est-ce qui ne va pas. Alors est-ce qu'il y a un manque d'amour? Dans ce cas-là, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'acte sexuel qui ne lui convient pas et qu'est-ce qui ne convient pas? Et à ce moment-là, on travaille sur les coupures dans ce cycle, c'est-à-dire si la personne dit je suis pas heureuse sexuellement, c'est certainement qu'il y a une coupure dans le cycle quelque part. Et on regarde quand la personne s'arrête, qu'est-ce qui se passe. Et très souvent, on retrouve à cet endroit-là des petites phrases qu'on appelle des introjects, des choses qui font qu'on arrête le cycle. On arrête parce que c'est pas bien, j'ai pas le droit, ou bien c'est sale, ou etc. Et dans ces coupures du cycle, on peut retrouver aussi des souffrances passées. Donc c'est vrai que dans la vie du couple, on retrouve les souffrances qui ont antérieures. Ça peut être des abus sexuels dans l'enfance, ça peut être des violences, ça peut être des manques d'amour, etc., qu'on peut retrouver, qui viennent se loger là, dans la relation sexuelle. Donc ça, c'est notre façon de travailler en gestalt sur le cycle. L'autre piste sur l'agressivité, ça c'est vraiment une piste que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire la rencontre avec l'autre. Qu'est-ce qui fait que mon agressivité, par exemple, est moins forte, que je ne vais pas vers l'autre, mais que je me replie contre moi, ou que je m'en veux, ou que j'en veux à l'autre, mais que je ne lui fais pas des demandes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler aussi bien en individuel, en thérapie individuelle, en gestalt, qu'en groupe. Donc là, c'est vrai que les groupes sur le thème de la sexualité, moi j'en fais très souvent, et je fais aussi des groupes uniquement réservés aux couples. Donc ce qui permet aux couples de pouvoir remettre en route cette communication sur la sexualité. Parce qu'il me semble que la clé dans le couple, c'est de pouvoir enfin dire vraiment, tiens, voilà, sur le thème de la sexualité, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas. Et là, je pense qu'il y a souvent un très très gros défaut dans la communication sexuelle. C'est pas très facile de parler de sexualité. Et surtout quand on est dans une difficulté de couple, ça peut partir en vrille, quoi. Donc c'est, à mon avis, le rétablissement de la communication est le travail principal. Pouvoir se dire enfin. Bonsoir, vous parlez des femmes qui ont été abusées dans leur petite enfance. Et je pense que c'est important de reconnaître ici qu'il y a beaucoup aussi de petits garçons qui ont été abusés dans leur enfance. Parce que je trouve que dans notre société, c'est quelque chose d'extrêmement tabou. En règle générale, on n'en parle pas. On parle toujours des petites filles et on ne parle pas des petits garçons. Et je trouve que c'est vraiment important de le dire.
Merci de votre phrase, parce que là, j'étais partie sur le rôle des pères. Oui, oui. Bah, écoutez, le dernier stage que j'ai fait, il y avait au moins 3 hommes qui ont été abusés enfants. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. On pense tout le temps aux pères abuseurs, mais si, il y a beaucoup de violences sexuelles vers les petits garçons. Ça, merci de le rappeler. Oui, oui, tout à fait. Et ce thème de la violence, violence et agressivité, je sais bien que je suis sur un chemin un petit peu difficile et que souvent je me fais reprendre sur ce mot agressivité, etc. Mais je pense que par rapport aux abus sexuels, par rapport aux violences sexuelles, le thème de l'agressivité est fondamental. C'est-à-dire vraiment, il y a besoin de réhabiliter ça. Il y a bien sûr besoin de se guérir des violences subies et qui sont terribles. Et moi, je rencontre, par exemple, je pense à ces hommes qui ont été abusés enfants. Très souvent, ils ont beaucoup de mal à développer leur puissance d'homme. C'est-à-dire qu'ils ont très, très peur. Ils ont extrêmement peur de leur puissance. Extrêmement peur. Ils ont peur de devenir violents à leur tour. Ils ont peur d'être abuseurs, quoi. Donc, ils ont été abusés. Ils ont peur de reproduire ça. Et c'est toujours un travail sur retrouver sa puissance d'homme, oser retrouver son agressivité après avoir subi de la violence. Et ce n'est pas la même chose du tout. Donc merci de le rappeler. Quand je regarde par rapport à ce qu'on devait parler, vous mettiez la sexualité aux différentes étapes de la vie. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ça? La sexualité, là par les questions, on abordait la sexualité, le démarrage dans la sexualité. Moi, ça me paraît vraiment un moment où il peut y avoir beaucoup de traumatisme, le premier contact avec la sexualité. Et quelquefois, je fais une sorte de petit rêve éveillé dans mes groupes où je propose d'aller chercher le premier émoi sexuel. Et c'est vraiment intéressant, je vous invite à le faire. Et le premier émoi, qui peut être un émoi tout à fait agréable ou un émoi difficile, hein, une émotion, quelque chose, ça peut être facile ou difficile. Et c'est très, très, très marquant. Le premier contact, le premier rapport avec la sexualité peut vraiment marquer toute une vie. Et souvent, il y a besoin d'aller y revoir si ça a été traumatique. Et pour ceux qui ont commencé le contact avec la sexualité par un abus, par exemple, il y a vraiment beaucoup de choses à reconstruire après ça. Donc là, je pense spécialement au démarrage. Je pense à la sexualité des adolescents, qui n'est pas toujours facile. Hein, comment ils peuvent faire avec les introjects, avec l'éducation familiale et avec cette culture en ce moment très véhiculée de consommation sexuelle, on va dire, mais qui est loin de la rencontre. Hein, je pense essentiellement à ça, et puis je pense à des étapes qui sont marquantes dans la vie sexuelle de quelqu'un, une rupture, quelque chose aussi avec les naissances des enfants. Hein, que fait l'arrivée d'un enfant dans un couple, aussi bien pour la femme que pour l'homme, les IVG, enfin, vous voyez, il y a toutes ces étapes qui ont des retentissements sur la sexualité et qui sont autant de périodes à revisiter, peut-être traumatiques ou pas, mais à revisiter. Et alors la ménopause, très bien. Alors ça aussi, là aussi, parlons-en, parce qu'il y a 15 ans, on n'en parlait pas. Et maintenant, moi, je suis ravie que vous l'ayez apporté. Maintenant, on en parle. C'est-à-dire, quand on commençait à en parler il y a quelques années, j'entendais les femmes dire non, ça y est, c'est fini, quelque chose comme ça. Là aussi, c'est un introject. Pourquoi ça serait fini, hein, ma vie sexuelle est terminée parce que c'est la ménopause. Je pense qu'on n'en est plus là, mais c'est quand même un moment charnière avec beaucoup de changements, beaucoup d'émotions ou de points d'interrogation, d'inquiétude. Oui. Et on peut parler de l'anthropause aussi bien. Hein. Oui. Voilà. Alors, il y a quelques films qui sont sortis récemment sur la sexualité des personnes âgées. J'ai trouvé ça très sympa. J'ai oublié le nom de ce film. Le 7e ciel, voilà. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé ça très sympa qu'il y ait des films montrant beaucoup d'amour et de sexualité de personnes âgées. Donc là,
les choses changent. Mais il y a beaucoup à parler, échanger là-dessus, oui. Alors sinon, écoutez, comment ça se travaille en Gestalt? Si je reprends la question de monsieur, moi je propose des stages. Je propose des stages sur le thème de la sexualité, où on vient vraiment avec toutes ces questions. Et puis, je pense que pour les couples, c'est vraiment important que les couples se donnent du temps, tous les deux, ou peut-être en venant faire un stage sur ce thème-là, pour vraiment prendre du soin sur la communication sexuelle dans leur couple. Donc ça peut être à deux, si les deux, s'offrir un week-end pour en parler, s'offrir des petites vacances sexuelles spéciales, ou ça peut être venir faire un stage, parce que quelquefois ça peut être une aide de pouvoir rencontrer d'autres couples et échanger là-dessus. Voilà. Merci à vous.